Ben merci d'être là. Vous pouvez vous approcher. On va discuter de voix féminines fortes et on a 3 belles grandes voix, mais surtout mains d'écriture remarquables avec nous. Le thème de la table ronde, c'est le féminisme qui demeure un sujet au cœur des débats et qui s'exprime haut et fort encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais, ou en tout cas d'une façon différente. Donc, l'idée, c'est de les entendre, nous parler de leur plume à eux, leur façon d'avoir cette voix-là qui les porte et qui porte non seulement leurs lecteurs, leurs lectrices, mais au-delà de tout ça, les gens qui les écoutent et qui aiment leurs propos. Donc, Lily Boisvert, qu'on connaît, qui est journaliste, chroniqueuse, animatrice, là, ils ont toutes beaucoup de titres. On va faire ça court parce qu'on pourrait faire le 45 minutes là-dessus. Donc, on va y aller rondement. Qu'on voit aussi notamment sur l'émission S'Explora, sur IC Explora, Les Brutes à Télé-Québec, qui vient de faire paraître Match chez VLB Éditeur, et c'est pour ça qu'elle est au Salon du Livre cette année. Marie-Hélène Poitras, qui est journaliste, qui est autrice, qu'on entend aussi beaucoup sur les ondes de Radio-Canada, qu'on connaît notamment pour Soudain le Minotaure. Ça, c'était le premier. Puis là, on est rendu au tout nouveau, 2, en fait, là, ici pour deux, son roman La Désidération. J'ai tellement de la difficulté à le dire. C'est impossible de le dire la première fois sans s'enfarger dedans. Fait que je te rassure, c'est La Désidérata, mais tu vas le pogner bientôt, là. Inquiète-toi pas. C'est arrivé ce matin en plus. Et l'épopée de Timothée, qui est aux éditions Fonfon, donc pour les plus petits. Et avec nous, Natacha Canapé-Fontaine. Est-ce qu'elle a besoin de présentation dans la région? Je pense plus. Peut-être pas aujourd'hui, ouais. Peut-être pas aujourd'hui. À la fin de la journée. Qui était d'ailleurs sur la scène là, juste avant nous, qui s'entretenait, que Xavier Lacroix discutait avec elle, et qui est ici pour Noah. Ça aussi, Natacha? Naweda, Merci. Un silence pour un bruit. Merci à vous de vous joindre à nous. Mais je pense que la première question qui s'impose quand on parle de voix féminine forte, c'est certainement de se demander, quand vous, la première fois, vous avez décidé d'écrire, que vous vous êtes installé, peut-être pas nécessairement avec l'ambition d'être publié à ce moment-là, mais est-ce que vous saviez, est-ce que c'était un geste de femme qui allait écrire? Est-ce que c'était une voix féminine que vous vouliez porter? Est-ce que c'est comme ça que vous vous êtes considérée d'abord? Moi, personnellement, non. Puis, moi, j'ai publié mon premier livre en 2002, dont on a parlé, le Soudain le Minotaure, qu'on vient tout juste de rééditer et que j'ai d'ailleurs remanié. J'explique tout le travail que j'ai fait dans une postface. Je sentais vraiment le besoin d'expliquer c'est quoi le travail que j'avais fait puis pourquoi j'avais fait ça. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, puis je suis obligée de dire malheureusement, c'est que le récit que je raconte dans Soudain le Minotaure, c'est un livre assez confrontant, là. C'est quelque chose que la littérature permet des fois d'aller dans des zones un peu amorales. Dans la moitié du livre, on est dans la tête d'une fille agressée, puis dans l'autre moitié, c'est dans la tête de son agresseur. Et les deux récits sont portés par un jeu. Donc, j'étais une toute jeune écrivaine. J'étais dans la vingtaine. Ce livre-là est paru, j'avais 26 ans. Et puis, j'avais tout de suite besoin de challenger quelque chose. Puis, souvent, dans les premières œuvres, je pense qu'il y a un désir aussi de provoquer, ou en tout cas de se faire entendre. C'est pas nécessairement gratuit, mais moi, ça faisait très longtemps que je voulais écrire un livre. Puis quand cette histoire-là, je l'ai eue dans les mains puis que j'ai eu besoin de l'écrire, je savais que je portais quelque chose d'important. Puis ce qui me fait écrire des livres, moi, c'est quand il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, puis il n'y a pas de réponse jamais qui arrive, puis ça part pas de ma tête. C'est comme ça que je sais que je couvre d'une certaine façon un roman. Mais moi, je me considérais pas comme OK, je suis une écrivaine féminine. Puis c'était un positionnement puis des considérations qu'on n'avait pas vraiment au début des années 2000 quand on écrivait. C'était beaucoup moins conscient. Puis j'ai jamais pensé que ça pouvait être une œuvre féministe ou pas. Même que j'avais peur que de dire ça me coupe du lectorat masculin. Donc j'essayais de ne pas me positionner comme ça au départ. Maintenant, c'est différent. Mon point de vue a changé, mais au départ, c'était autre chose. Oui. Natacha? Non, mais j'imagine, en plus, avec le sujet, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, mais il y a 20 ans, on était loin de parler de ça. Mais dans mon cas, quand je me rappelle, les premières fois que j'ai écrit, j'étais vraiment plus
j'étais pas consciente, justement, d'être une jeune femme, dans le sens, en tant qu'écrivaine, que personne qui allait mettre des mots sur un papier. Moi, ma volonté, c'était vraiment de me dire Innu, tu sais, dans la société, dans le monde, puis pas pour les autres, mais pour moi d'abord, tu sais. Puis, en fait, moi, je m'attendais même, tu sais, c'est un premier recueil qui est sorti en octobre 2012, puis moi, c'est quelques mois avant Idle No More. Fait que j'avais jamais entendu parler d'Idle No More avant, parce qu'il venait de commencer au même moment, tu sais, en Saskatchewan, dans une petite localité, puis moi, je n'étais pas consciente de ça. Ma seule volonté, c'était pour moi. C'est un mois plus tard, quand j'ai appris qu'il était en réimpression, puis qu'après, il y a eu comme plein de réimpressions par la suite. T'sais. Puis là, Idle No More a commencé et tout ça. C'est là que finalement, ça m'a mis dans cette position-là. Mais sur le coup, je n'étais pas consciente de ça. C'était vraiment un mouvement tout à fait personnel de se dire, de me dire, de m'exprimer, de dire que je suis là, j'existe. C'est vraiment juste ça. Puis finalement, tout ce qui est devenu ma vie après ce premier recueil-là, alors que je pensais que ça allait tomber dans le beurre, finalement, ça a été comme n'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. Comme... Une bonne batch de beurre. Là. Ouais, ça c'est ça. Mais je suis comme... je sais pas quoi dire après, en fait, mais dans le sens que j'avais une idée, je l'ai perdue. Mais à partir de quand est-ce que c'est devenu, donc, une prise de conscience? Je pense que c'est sûr, c'est dans les mois d'après. C'est avec Idle No More, je me suis dit, mais oui, il y a un mouvement, fait que j'ai envie d'en faire partie. J'ai déjà un livre de poésie, puis je me suis dit, j'ai envie d'en écrire un autre parce que je découvrais finalement les sables bitumineux, je découvrais les luttes autochtones et tout ça. Fait que tout ça m'a inspirée jusqu'à aujourd'hui. Mais à ce moment-là, il y avait juste Joséphine Bacon qui avait allumé l'étincelle à ce moment-là. Lily? Mais moi, je trouve ça drôle que tu dis ça, Natacha, parce que moi, je l'ai senti la première fois que j'ai entendu parler de toi. C'était clair que tu étais des Premières Nations. C'était clair que c'était ça ta voix, ton identité. Puis c'est au cours d'une conversation, puis il y a quelqu'un qui t'a comme replacé, puis il a fait « Ah oui, celle qui est jeune et jolie ». Puis tout de suite, c'est comme ta féminité a été ramenée comme sur la table. Tout de suite, la personne t'a replacé à cause de ça. Fait que j'étais comme, OK, c'est quelqu'un qui a comme un discours sur les Premières Nations, qui a comme une poésie comme en lien avec ça, mais... Dans la conversation dans laquelle j'étais, on te ramenait à ta jeunesse et à ta beauté. Ouais, c'est fou, pendant... je sais pas, on va passer à un autre sujet après, mais rapidement, c'est juste quand j'ai eu 30 ans que j'ai arrêté de ressentir qu'on me faisait de l'âgisme. Qu'on me disait que, oui, t'es jeune, à un moment donné, tu vas comprendre. Mais jusqu'à mes 29 ans, avant la veille de mes 30 ans, j'ai entendu des commentaires. Puis à partir de ce moment-là, j'étais plus jeune, si jeune que ça, mais ou naïve, mais... Toute ma vingtaine, j'en ai entendu des affaires de même. Ben c'est ça. Dans mon cas, à moi, ça a tout de suite été très, très clair que j'avais une voix féministe, que j'étais féministe, que j'avais une voix féminine. Moi, mon besoin d'écrire venait d'une frustration que j'avais depuis toute petite quand j'ai commencé à m'intéresser à la lecture. La quantité de personnages masculins pour les enfants par rapport aux personnages féminins, je trouvais que c'était hallucinant de devoir me projeter sans arrêt dans des histoires qui reconnaissaient à peine mon existence de petite fille, si ce n'était que dans les Martines, puis c'était de manière très, très stéréotypée. Puis après ça a été les Lucky Luke, les Tintins, toutes les bandes dessinées Astérix et Obélix, où justement il n'y avait jamais de personnages féminins à part s'ils étaient très stéréotypés, soit la maman ou la femme sexy. Puis ça venait vraiment me titiller quelque chose chez moi, une envie de dire, il y a des histoires de femmes qui sont importantes, puis j'ai le goût d'aller là. Puis moi, toutes les histoires que j'ai commencé à écrire à l'adolescence, quand j'étais plus jeune, que j'écrivais juste pour mon plaisir, puis mes sœurs, puis que je les faisais lire à des amis dans la cour d'école, c'était tout le temps des personnages féminins, c'était tout le temps ça qui revenait de l'avant, puis les personnages masculins étaient un peu plus secondaires. Puis mon premier livre a été tout de suite féministe, il a été présenté comme ça, marketé comme ça. Pour moi, c'était très, très, très clair. Puis je le revendiquais justement du fait que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Il y en avait, bien sûr, j'ai pu en lire, évidemment, j'ai eu cette chance, mais je trouvais qu'il en manquait. Oui, mais justement, Marie-Hélène disait tantôt, au début des années 2000, on n'était pas nécessairement là-dedans d'avoir un titre, une étiquette ou je ne sais pas comment on pourrait le nommer, là, mais c'est vrai qu'on n'était pas là, comme s'il y avait eu peut-être un gap
un moment où, peut-être pas là, à l'échelle du monde, mais on va dire au Québec, au Canada, il y a eu un vide, comme si d'être féministe, c'était nécessaire dans le temps et qu'il y avait comme un profil à ce que c'était qu'une féministe, et puis des préjugés aussi beaucoup collés à ce que c'était qu'être une féministe. Ça ressemblait à... C'était bien précis. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années pour que des auteurs comme vous, puis pas seulement des femmes, en fait, se disent féministes et veuillent porter cette voix-là, puis casser les préjugés qui y étaient associés? Bien, premièrement, moi, il y a une chose que tu as dite, puis je trouve que tu as bien choisi le bon mot, tu sais, c'est que en fait, on parle maintenant, en ce moment-là, d'une posture féministe de nous comme écrivaines dans l'écriture, mais on n'est pas en train de parler de littérature féminine parce que quand on accole ce qualificatif-là, c'est comme les hommes qui écrivent, eux, ils sont pas obligés d'être, d'avoir un qualificatif. C'est comme s'il y avait la littérature, puis la littérature des femmes ou féminines. Et moi, ça m'a tout de suite dérangée. Tout de suite, quand je suis arrivée, j'ai vu que, on dirait qu'il y a comme un piège, tu sais. Puis pourtant, mon premier livre, il est très, très, très féministe. Oui, mais comme ici, on avait un choix de faire un marketing là-dessus, alors que ça peut aussi, ou pouvait desservir jusqu'à un certain point. Là. Oui, puis aussi, c'est que moi, tu sais, j'ai publié 4 livres, et plus que ça, mais dans mes romans. Et puis, il y en a un, Griffintown, où est-ce que c'est un livre qui est inspiré d'une expérience de... J'ai conduit des calèches dans le Vieux-Montréal en 2003-2004. Et puis, j'ai fait un western avec toutes ces connaissances-là, cette découverte-là. J'ai mis toute cette expérience puis ces rencontres-là dans mon roman. Et puis, c'est un livre avec des personnages beaucoup plus masculins. Oui, il y a un personnage qui est un peu mon alter ego, mais tous les hommes qui tournent autour d'elle, c'est fidèle aussi à ce que j'ai observé, puis c'est des hommes. Donc, c'est un livre avec plein de personnages masculins. Et puis, je ne sais pas si on peut dire que c'est un livre féministe. À partir de quand est-ce que c'est si une autrice... quels sont les critères? Tu sais, c'est un peu compliqué. Puis, je peux quand même dire que mon premier livre, Le Soudain Minotaure, et mon plus récent, La Desiderata, sont des œuvres très, très, très féministes, assumées, revendiquées. Il y a quelque chose de très frontal. Donc, c'est tout le temps un petit peu la question de est-ce que l'étiquette me nuit ou pas? Et puis, selon les décennies, ça change beaucoup, ça. Mais je pense qu'en ce moment, c'est valorisant et valorisé de le dire. Oui, de le dire, peut-être de l'expliquer, puis d'en parler aussi, pour que ce soit, je dirais, porté par tous, qu'il n'y ait pas peut-être un autre gap. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez quand vous écrivez ou quand vous vous dites, bon, moi, c'est comme ça que je vais le mettre de l'avant, comme un roman féministe, Lily? Si moi, ça me fait peur un peu la possibilité d'être trop de le faire en pensant à ce qu'il faut que ça soit et que ça reste pour les prochaines générations aussi, pour pas qu'il y ait un autre gap d'une décennie qui s'installe. Bien, moi, je pense tout le temps dans tout ce que je fais de féministe, je pense tout le temps à la prochaine génération. Je me dis tout le temps qu'on le fait pas pour nous, parce que c'est sûr qu'à court terme, ça fait pas de sens, que les gains seront pas à court terme, les gains vont être à long terme. Fait que je pense que c'est vraiment une question de c'est quoi tes valeurs profondes, puis pas ton intérêt individualiste de quel est mon intérêt à être féministe, parce que c'est sûr que dans cette perspective-là, il n'y a pas tant d'intérêt. Juste pour soi-même, le féminisme, c'est pas très hot, parce que ça vient avec beaucoup de négatifs aussi. Ça vient avec beaucoup de un branding négatif, là, de tout simplement qu'on se fait associer à des enragés ou quelqu'un de conflictuel, quelqu'un qui cherche le trouble. Donc, c'est pas nécessairement si bon que ça. Mais je pense que c'est ça, c'est quand on le pense à long terme que l'on se dit, OK, ça vaut la peine. Cela dit, je crois quand même que malheureusement, il y a tout le temps un retour du bâton, puis il y a des phases, puis le féminisme était aussi très populaire dans les années 70 avec Gloria Steinem et compagnie. Puis après ça, c'est retourné dans l'ombre et c'est redevenu quelque chose de très mauvais, puis à quoi les femmes devaient surtout pas s'associer. Là, c'est revenu, je pense, en bonne partie grâce aux réseaux sociaux, parce que il y avait des voix féministes cool qui prenaient beaucoup de place. Et là, d'autres femmes pouvaient se mettre à suivre ces femmes-là. Il y avait des groupes qui se formaient sur les réseaux sociaux. Il y avait des échanges, la possibilité de communiquer
Moi, sans les réseaux sociaux, j'aurais pas pu communiquer avec plein de gens. Ma collègue des Brutes, Judith Lucier, avec qui on a fait une émission féministe, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux à la base. Donc, j'aurais pas eu accès à elle. On n'aurait jamais pu brainstormer ensemble sur une émission féministe s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Fait que c'est la facilité des contacts, la facilité du réseautage que les réseaux sociaux ont apporté qui ont vraiment aidé pour ça. Puis je pense dans toutes sortes de mouvements sociaux aussi, que ce soit I Don't Know More ou toutes sortes de mouvements dans le pays arabe. Je pense que ça l'a énormément contribué. Ben oui, Black Lives Matter, un peu... MeToo aussi, l'agression non dénoncée. Exactement, le MeToo. Donc, il y a des voix qui s'élèvent et qui se font entendre comme si, un peu... Natacha, tu disais, moi, c'était surtout d'être Innu, mais maintenant, c'est d'être une femme Innu, parce que les femmes Innu ont une voix, veulent avoir leur portée, se faire entendre au-delà de toutes les communautés, là, et vous êtes un peu le porte-étendard de ça. Donc, comment justement, vous voyez la suite des choses, finalement, maintenant qu'il y a ces voix-là que vous portez? Grande question, merci. Oui, on est ensemble jusqu'à minuit. J'ai besoin de réfléchir 2 minutes. Non, mais par rapport à tantôt, je réfléchissais justement, si on parle de féminisme, puis au tout début, il y a une dizaine d'années, quand j'étais dans I Don't Know More, mais en fait, à la base, c'est presque un mouvement féministe, en quelque sorte, parce que c'est des femmes qui l'ont créé. C'est des femmes autochtones et non autochtones qui se sont dit, c'en est assez, là, on n'est plus capable. Puis du point de vue des femmes autochtones, c'est parce que dans l'Ouest, surtout, les femmes regardaient autour d'elles et se disaient mon Dieu, on est en train de perdre nos cultures, nos langues, puis si on fait absolument rien présentement, il va se passer quoi? Puis en plus, c'est un point de vue déjà assez marqué par rapport à la forte présence des hommes en politique autochtone, puis d'avoir l'impression que des fois, il y en a tellement qui se font avoir aussi par les gouvernements, les compagnies d'exploitation des ressources naturelles. Fait que les femmes se sont dit, mais on a l'impression que nos hommes sont tellement déjà blessés. Il y a les conséquences de l'histoire sur nos populations, sur nos personnes, nos vies, nos corps. Mais les femmes se sont dit, mais si, mettons, du côté des hommes, ça ne fonctionne plus nécessairement, ce mouvement-là de réappropriation, d'autodétermination, qui va le faire? Bien, ça va être les femmes. Puis traditionnellement, les femmes autochtones prenaient les décisions, étaient les piliers de l'éducation, de l'avancement de la société en quelque sorte. Mais, pas juste elles, c'est sûr, mais elles étaient quand même centrales et leur position était très, très importante. Donc, il y a eu dans I Don't Know More, à la base, il y avait ce mouvement de faire basculer justement le patriarcat qui était instauré dans les communautés, surtout celles qui étaient d'origine originalement matrilinéaire. Et cette volonté-là de faire basculer ça, de faire le retour des femmes autochtones en quelque sorte, dans assumer des positions d'autorité, mais pas d'autorité, mais c'est ça, des positions de prise de décision. Et ça m'a beaucoup inspirée. Moi, c'est ça, tout de suite, le mouvement, c'est sûr, je me suis dit, mais je me sens de ces femmes-là, je me sens de ces femmes qui veulent changer les choses, etc., etc. Puis, 10 ans plus tard, dans certaines communautés, il y a eu vraiment un mouvement de retour à la matrilinéarité, mais au matriarcat, en quelque sorte. Et ça aide vraiment, en fait, les femmes autochtones en général, surtout les jeunes, à prendre de plus en plus leur voix, à prendre la parole, puis vraiment devenir elles-mêmes des leaders très importants au sein de leur communauté. Fait que, tu sais, avec les réseaux sociaux, justement, quand on regarde, des fois, j'aime pas ce mot-là, mais on regarde l'autochtonie, le monde autochtone, les jeunes femmes, les femmes autochtones ont vraiment pris leur place, et par les réseaux sociaux, notamment, des fois, côté politique, ça fonctionne toujours pas. Mais c'est sûr, il y a beaucoup plus de politiciennes autochtones, mais il y a encore une difficulté. Mais les leaders, ça se passe surtout sur les réseaux sociaux, puis par de la présence sur le terrain, en communauté, en territoire. Et en fait, même, j'ai envie de célébrer les jeunes Inuits, je sais pas si elles sont là, mais il y a des jeunes Inuits ici qui font ce mouvement-là d'organiser des expéditions dans le bois pour vraiment aller retrouver le lien à la culture, la connexion à la culture, puis devenir elles-mêmes des transmetteuses tristes, je sais pas comment. Puis je me dis, ça continue, ce mouvement-là, un peu partout dans les communautés, mais chez nous, notamment dans les nations autochtones, mais il y a ça qui se passe. Puis Mais d'être là pour constater le changement aussi, ça signifie beaucoup, puis ça donne certainement un élan.
De quelle façon, justement, peut-être depuis que vous avez commencé à écrire, vous avez pu remarquer que non seulement il y a des choses qui sont dites, mais qu'elles arrivent à changer des choses, des fois toutes petites, mais qu'il y a une différence dans la façon dont les propos ou les choses dites par les femmes sont perçues maintenant? Je pense que dans la réception des œuvres, il y a 20 ans, moi, si je recule dans le temps, j'ai déjà eu certaines critiques un petit peu plus paternalistes. Tu sais, j'étais une toute jeune fille, j'avais des petites lulus. J'arrivais avec mon livre brutal où je m'étais mis dans la tête d'un psychopathe. Et puis, je trouvais que... Puis aussi, j'étais journaliste musique. Je suis journaliste musique. Puis dans ce temps-là, j'écrivais au Voir. J'étais très active dans ces milieux-là. Puis j'avais commencé à regarder c'est quoi les discours qu'on tient sur les œuvres des femmes et des hommes. Puis là, je m'étais mis à remarquer que, OK, quand c'est Cœur de pirate qui sort un album, on va nommer le réalisateur. On va parler du fait que c'est charmant, qu'il y a quelque chose de séduisant, mais Patrick Watson, c'est pas nécessairement ce vocabulaire-là qu'on va utiliser. Puis est-ce qu'on le sait qui a réalisé l'album? On s'en fout tout un peu. Comme s'il fallait dire de qui Cœur de pirate avait été entouré. Aussi, les maudites questions sur dès que tu as un enfant, bon, la maternité, nanana, tu sais, si tu es une femme, on va t'en parler beaucoup. Je trouvais qu'il y avait vraiment un clivage dans la réception des œuvres. Puis je l'avais beaucoup observé à ce niveau-là. Puis je trouve qu'il y a quelque chose qui a beaucoup plus d'allure aujourd'hui. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a parmi les journalistes culturels, les critiques littéraires, c'est sûr qu'il y en a moins qu'il y en avait, mais je pense que c'est un peu mieux réparti. C'est pas juste des messieurs qui font la leçon. C'est un petit peu plus paritaire, je trouve. Et puis ça, c'est un petit peu à l'image de tout ce qui se passe. Il y a plus de femmes qui prennent la place. Donc, ça change beaucoup les choses, ça change les mentalités. Oui, je suis d'accord aussi. Effectivement, le fait que des femmes produisent des œuvres et après ça que des femmes analysent les œuvres, critiquent les œuvres, tout ça, ça contribue. Puis par rapport à la condescendance, moi, j'avais déjà entendu dire que, par exemple, dans mon émission Les Brutes, que des gens pensaient qu'on n'écrivait pas nous-mêmes nos textes, qu'on avait comme des gars drôles dans l'ombre qui écrivaient nos textes puis que c'était pas vraiment nous, alors que c'était nous. Fait que oui, je pense que c'est comme omniprésent cette idée que le talent féminin est un peu suspect ou que les femmes drôles, c'est un peu suspect ou que c'est ça. Que dès que tu prends un peu de place, que soit en toi-même, tu as comme un problème dans ta personnalité ou soit que c'est ça, il y a comme quelqu'un d'autre derrière toi qui te pousse puis qui t'encadre puis qui te permet de performer. Mais sinon, sur une note plus positive, je pense aussi qu'il y a bien des actions, il y a bien des voix qui font sentir tout simplement connecter les gens, surtout via les livres. Je pense que c'est un véhicule d'information et d'émotion qui est super efficace, les livres, pour connecter. Puis mon dernier livre, Match, parle d'une relation amoureuse toxique, une femme qui est féministe, qui se retrouve dans une relation abusive et qui est complètement démolie par ça. Puis j'ai eu beaucoup de témoignages ensuite de gens qui m'ont dit que, des femmes principalement, qui m'ont dit qu'elles avaient vécu ça, puis que ça leur parlait, certaines qui ont vécu pire, certaines qui ont vécu des histoires un peu moins pires, mais que quand même, ça leur permettait d'intellectualiser ce qui s'était passé. Puis mon personnage lui-même, dans le livre, lit d'autres livres sur les relations abusives et toxiques et c'est ça qui lui permet de se sortir de son marasme psychologique quand ça va tellement mal, quand elle est tellement en dépression. C'est de lire des livres de d'autres femmes qui lui permettent de s'en sortir. Fait que je me disais, bon, ben si moi, je peux faire ça avec mon livre à moi pour d'autres femmes qui sont présentement dans un marasme, ben tant mieux, là, je vais avoir atteint mon objectif plus que tout autre. C'est ça l'objectif. Oui, effectivement, ça passe. En tout cas, je pense que ça peut même, à travers la lecture, quelqu'un qui ouvre un livre de façon anodine, sans attendre, il peut y avoir là de grandes prises de conscience, finalement, quand on choisit d'écrire d'une certaine façon, puis que la manière de le faire passer aussi devient comme un vecteur pour les lectrices. Puis de voir qu'on n'est pas seul à vivre une situation aussi quand on la voit dans un livre, quand on la voit
soit, ouais, puis que ce soit comme une agression sexuelle ou que ce soit de l'abus psychologique, de la violence conjugale, peu importe comment ça se décline, juste de voir que quelqu'un d'autre a réfléchi à ça, qu'un personnage vit ça, je pense que ça aide à sortir soi-même de l'isolement, en quelque sorte. Même si c'est juste des mots sur une page, ça t'aide à sortir de ton isolement, j'y crois profondément. Justement, peu importe, je m'en allais dire, parce que l'on vient parler, par exemple, du côté peut-être paternaliste des commentaires des dernières années, il y a peut-être 10 ans ou il y a peut-être 20 ans, mais maintenant, on sent vraiment que la nouvelle génération... Mais ça, c'est une perception que moi, je peux avoir. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que la nouvelle génération est au fait de non seulement, je vais dire, les voix féminines qui peuvent les guider ou les inspirer, mais les voix de différentes causes à travers tout ça. Parce que c'est pas justement, comme vous l'avez dit, qu'on est féministe ou qu'on écrit avec une main féminine, qu'il n'y a pas d'autre cause qu'on embrasse par la force des choses. Et puis, on a parlé des différents mouvements. Mais il y a aussi toute la voie actuellement queer, binaire, non-binaire. Vous l'explorez un petit peu à votre façon. Et ça, cette voie-là aussi, juste d'être qui on est, peu importe les étiquettes. C'est un peu comme ça qu'on a commencé la discussion. Tu sais, bon, pourquoi on a une étiquette féministe tout d'un coup? Pourquoi on nous l'a donnée? Est-ce que je vais la porter? Pour quelle raison? Est-ce que ça peut me nuire encore aujourd'hui en 2022? C'est dommage de se demander ça, mais est-ce qu'il n'y a pas cette nouvelle génération-là qui va avec une multiplicité des voix, qui donne aussi un élan à cette cause-là, à cette parole-là, qui est la parole des femmes? Bien, moi, j'ai envie de dire aussi, à travers ça, une sorte de sororité, une manière de s'épauler entre nous. Tu sais, il y a une espèce de... À un moment donné, on pensait que les filles, on entendait souvent ça, qu'on était en compétition, puis qu'on allait se placer un peu les unes contre les autres, puis tout ça. Mais moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de Natacha Canapé-Fontaine, c'était Joséphine Bacon. Il y a très longtemps, je faisais un article sur les poètes de la relève, puis tout ça, puis elle m'avait dit, puis c'était la première fois que j'entendais ton nom, puis elle m'avait dit, regarde-la bien aller, elle... Puis tellement. Tu te rappelles tous de la première fois qu'on a entendu parler de toi? On a eu les deux versions. Il y en a d'autres. Puis tu sais, je viens juste de lire Match de Lily Boisvert, puis il y a un moment où est-ce que ton personnage rencontre India Desjardins, puis il y a le livre d'India Desjardins qui analyse Mr. Big, Big dans Sex and the City, puis ça, en tout cas, elle a fait son essai là-dessus, puis elle a décortiqué toute cette toxicité-là, puis toi aussi, t'es là-dedans. Il y a quelque chose de l'ordre de s'épauler les unes les autres, puis c'est drôle, mais la dernière fois que je suis venue à cette île, c'était pour un essai que j'avais coécrit avec Léa Clermont-Dion qui s'appelait Les Superbes, et on est allé rencontrer plein de femmes qu'on trouvait inspirantes, issues autant de la musique que de la politique, de plein de milieux. Et puis, c'est ça qu'on cherchait, c'était de voir ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles voulaient nous dire, comment on pouvait s'épauler. Je trouve qu'on peut plus, quand on se sent un petit peu fragilisé, je trouve qu'en 2022, on sait qu'on a des sœurs qui vont des fois nous porter quand on n'est pas de top shape pour le faire. Puis à un moment donné, ça sera à notre tour de prendre le relais. Et puis ça, je trouve ça beau. Puis je trouve que c'est assez récent quand même. Bien, je pense que moi aussi, j'ai oublié la question, mais j'ai le goût de rebondir là-dessus. Je pense qu'effectivement, puis c'est parce qu'on est plus maintenant aussi qu'on a moins besoin de se sentir en compétition par rapport à peut-être il y a 20, 30 ans, où c'était une poignée de femmes qui accédaient à certaines tribunes ou à certains postes, à certains rôles, qui étaient invitées sur des panels. Donc, ça crée une compétition juste parce que tu avais l'impression comme, on est juste 3 femmes, donc on est les unes contre les autres. Alors que maintenant, ben s'il y a 20 femmes, s'il y a 50 femmes, ben on peut être autant en compétition avec l'homme qu'avec la femme, comme on est toutes dans le même bassin en compétition. Puis moi, je suis pas contre la compétition. Je pense que ça peut générer de la créativité, de dire comme, ou de l'inspiration. C'est ça, c'est que ça peut être bon. Tu te dis comme, waouh, cette personne-là est tellement plus sotte que moi, mais peut-être que c'est ça, si je m'en inspire, je vais élever mon propre niveau plutôt que de se dire que, je dois essayer de la descendre, cette personne qui est vraiment haute. Ouais.
Mais ce que je vois aussi souvent quand j'écris, quand j'ai envie de travailler sur un livre puis de publier sur un certain sujet, mais je me dis tout le temps, quand je regarde les autres publier des livres sur des sujets soit semblables ou selon leur point de vue ou selon ce qu'elles ont amassé comme connaissances dans les dernières années, selon des rencontres aussi, tu sais, je me dis tout le temps j'ai tout le temps vu du côté autochtone, mais je le vois même du côté comment... J'ai envie de dire féministe. Chacune fait son affaire, mais je trouve qu'on avance toutes en même temps dans le même pas que la personne fait vers l'avant. Fait que j'ai l'impression qu'on s'entraide, même sans le vouloir, sans le faire exprès. Puis vraiment, il y a non seulement la sororité, mais juste le fait justement que quelqu'un fait quelque chose, puis tout le monde avance en même temps. Puis moi, j'ai tout le temps vu ça de cette façon-là. C'est comme côte autochtone. On n'était pas beaucoup il y a une dizaine d'années, puis il y a 5 ans, on n'était pas encore beaucoup. Puis maintenant, on est tellement dans les médias, puis à prendre parole, à avoir de plus en plus des postes de responsabilité importants dans différents endroits au Québec. Puis je trouve que c'est un travail qu'on fait tous ensemble, même si on se connaît pas. Fait pour moi, je vois ça comme chacun fait son affaire de son point de vue. Puis justement, c'est l'importance d'avoir une multiplicité dans ces points de vue-là. C'est ce qui fait que tout le monde a accès à différentes réflexions, mais peut faire ses propres réflexions et finalement comme aller dans ce mouvement-là de changement social profond qu'on est en train de vivre présentement à tous les niveaux, finalement. Oui, des changements sociaux profonds, mais par ailleurs, ce qui demeure quand... on réfléchit souvent à tout ça. Et je me disais, en 2022, pour des femmes comme vous, engagées depuis plusieurs années, il y a certainement cet élan-là qui est encourageant, mais d'un autre côté, en 2022 encore, d'être obligée de dire pourquoi c'est important de parler en tant que femme et de l'assumer. Je veux pas être décourageante là, ou un peu plaide dans ma question, mais est-ce que c'est pas lourd un peu des fois de toujours expliquer pourquoi c'est encore important de parler du droit des femmes? Pourquoi est-ce que, par exemple, ce qui se passe encore concernant l'avortement en 2022, il faut en parler, que c'est problématique d'être encore là en 2022 malgré ces paroles-là et ce mouvement-là qui se dessine vraiment partout à travers le monde, de faire respecter le droit des femmes comme de quoi qu'on est encore obligé de dire que ce sont des droits humains. Est-ce que ça, des fois, dans votre quotidien, c'est pas un peu... c'est très émotif à porter? J'allais dire que je m'en allais pas vers le quotidien, mais mettons, si je reviens à moi, l'écrivaine qui est assise à sa table et qui veut créer quelque chose, c'est des questions qui me dérangent. Je décide... En fait... Quand je me sens habitée par un questionnement, il y a un livre qui va arriver. Puis c'est pas tant une décision de je vais revendiquer, je vais essayer de me battre contre telle affaire, mais avec la Desiderata, mon plus récent, c'est vraiment comme il y a des personnages qui, au début, ça a l'air d'une fable. Il y a une forêt, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. C'est très gourmand, c'est très généreux. Moi, je m'étais créé cet univers-là pendant la pandémie. Sensoriel, oui. Oui, les 5 les sens vous manquaient. Continuellement. Ouais. On était vraiment là-dedans. Tu sais, toutes les fantaisies sont permises, mais dans ce livre-là, puis là, je suis désolée, là, je vais vous révéler mon punch final, là, mais en tout cas, il y a l'ordre patriarcal va être renversé par un personnage qui vient... on ne sait pas trop pourquoi qu'elle a des informations, qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire, mais on sait juste que, OK, elle déstabilise beaucoup le personnage du père, qui est comme le maître du domaine, puis tout ça. Et puis, tous les personnages vont se métamorphoser et à la fin, il y a vraiment quelque chose qui bascule, puis c'est pas juste un personnage qui tombe, c'est vraiment l'ordre patriarcal va s'effondrer. Et puis... C'est une fable. Il y a quelque chose de... on n'est pas dans le premier niveau de réel. Là. Il y a quelque chose de très exigeant pour le lecteur. Mais, on n'est pas dans des tours d'ivoire. Et puis, les auteurs... Puis moi, j'avais besoin de réagir à l'ère du temps. Puis ça a donné ce livre-là où est-ce que j'abats l'ordre patriarcal. Puis c'est drôle, mais moi, je considère que ce livre-là est très relié à mon premier roman, l'histoire d'une agression, de violence faite aux femmes. C'était brutal, mais c'était mon premier sujet. C'était mon entrée en littérature. C'était avec un sujet comme ça. Même si j'ai l'air toute gentille, puis les gens souvent me demandent « Ah, t'écris pour les enfants », puis tout ça. Mais j'écris aussi des romans qui perturbent les gens, puis qui leur font faire des cauchemars, puis tout ça. Mais bref, moi, je considère que dans la Desiderata, mon livre qui était amoral, avec mes 2 personnages, le premier, il y a eu une sorte de revanche qui a été opérée
par les Desiderata 20 ans plus tard. Moi, je les trouve très connectés, ces deux-là. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose en suspens que j'avais clos. Et tout ça, c'est les antennes, je pense, des écrivains. Là, on capte des affaires qui flottent. Pour moi, ça a toujours été... J'ai jamais pensé que le patriarcat faiblissait. J'ai jamais eu cette impression qu'il faiblissait quand je regardais l'histoire. C'est sûr que oui, tu peux me dire comme, OK, mais ma grand-mère, quand elle est née, elle avait pas le droit de vote. Oui, effectivement, c'est sûr que c'était pire. Mais j'ai l'impression que c'est juste que le patriarcat change, comme se transforme, s'adapte aux nouvelles réalités. Puis j'ai la théorie que dans les années 70-80, justement, quand il y a eu la dernière vague féministe avant l'actuelle, ce qui s'est passé, c'est que les femmes en masse sont arrivées sur le marché du travail, ont revendiqué un endroit, une place à cet endroit-là. Les femmes se sont mises à divorcer aussi en masse de leur mari qui les traitait mal. Et donc, il y a eu comme un espèce de soubresaut du patriarcat. Et il s'est déplacé, il s'est dit, OK, on peut plus comme empêcher les femmes de signer des chèques, de signer des bails, on peut plus empêcher les femmes de divorcer de leur mari. Donc, on va se rattraper dans une autre sphère et cette sphère-là, ça a été la sexualité. Et ça, j'en ai la conviction profonde et c'est notamment pour ça que j'ai écrit le principe du come shot parce que je pense qu'on l'a pas vu venir dans les années 90-2000 à quel point la sexualité est devenue sexiste et est devenue hyper liberticide pour les femmes. Puis dans le principe du come shot, c'est la démonstration que j'essaie de faire. Et oui, après ça, pour revenir à la question sur le quotidien, d'avoir porté ce message-là, à la fois qui était un peu tabou parce qu'on n'est pas censé parler de la sexualité de manière très, très franche, très critique non plus, on n'est pas supposé faire ça. Puis de le faire d'une manière très féministe, très affirmée aussi, ça l'a impacté ma vie personnelle d'une manière assez brutale. Et dans mes livres que j'ai écrits après, je me suis réfugiée dans un univers de fantasy et j'avais pas le choix quand même d'avoir une réflexion féministe parce que ça fait tellement partie de mon identité et de mes valeurs, mais je me suis dit comment est-ce que je vais solutionner ce problème pour que mes personnages n'aient pas à se battre contre le patriarcat sans arrêt parce que j'aurais pas le choix, parce que si je veux faire une histoire avec des personnages féminins et des personnages masculins, j'aurais pas le choix de mettre les dynamiques de pouvoir là-dedans. Puis là, je me suis dit, je vais créer un monde matriarcal, fait que ça règle le problème à la source. Mes personnages n'auront pas à se battre contre le patriarcat jamais. C'est les personnages masculins qui doivent se battre contre le matriarcat dans ma trilogie fantasy. Voilà. J'ai encore oublié la question parce que je suis le flow. Puis là, je pense à c'est ça. Il y a beaucoup de choses. On pourrait certainement jaser longtemps. Mais en fait, je crois... Oui, c'est ça. C'est la fin. J'ai pas regardé le temps passer. C'est la fin de la passé tellement vite. De la table ronde, oui. Alors, faut terminer. J'imagine que... Oui, voilà. Il nous reste 2 minutes à l'envers. Alors, c'est 2 minutes à l'envers, là, ça, c'est spécial. Donc, le mot de la fin, peut-être justement, en 2022, sur ce que vous espérez que vos écrits laissent à travers votre voix, mais pour tous ceux qui vous lisent. Donc, la suite des choses, le legs, Natacha. Je te pose la question en premier. Non, mais en plus, c'est parce que je réfléchissais à l'histoire du féminisme en quelque sorte, mais aussi toutes les luttes. Parce que, j'ai dit que c'est le fun parce qu'on se fait tout avancer les unes les autres. Puis en même temps, je me suis rappelé, c'est sûr qu'il y a encore des difficultés. Des fois, quand on nomme le féminisme blanc, puis le féminisme noir, et le féminisme autochtone, il y a tellement de différences. Puis on n'a pas parlé de trauma non plus, autant dans le féminisme général que dans chaque situation, puis surtout pour les minorités. C'est un autre long sujet. Mais sinon, je me disais... C'est ce qui nous reste quand même là, avec ça, c'est vraiment cette continuité-là, d'être les 4 femmes assises ensemble ici à cette île, puis je me dis, ce que j'ai envie de laisser en héritage, c'est vraiment ça, c'est vraiment de ne plus avoir à réfléchir. On prend parole, puis on n'a plus à réfléchir si on est autochtone, femme, si on est noir, si on est queer, tout ça, puis qu'on fait juste comme prendre la place naturellement, puis dire, moi, c'est mon point de vue, c'est ça, puis mon expérience, c'est ça, puis fait que je me dis, ce que j'ai envie de je sais pas comment dire, de laisser, mais c'est vraiment cette impression qu'on peut se donner le droit
nous-mêmes, puis justement qu'éventuellement les luttes vont venir, mais si on peut se donner le droit à nous-mêmes, c'est vraiment l'essentiel, je pense, pour vivre. Vivre, je sais pas comment. Moi, j'espère l'optimisme, malgré, c'est ça, que des fois, nos écrits peuvent être un peu dark, un peu sombres. Je pense qu'on peut être critique, on peut porter un regard critique sur les choses, sur les rapports de pouvoir, et en même temps avoir du fun, et en même temps voir que la vie est belle aussi, malgré tout. Puis moi, ben, ce serait peut-être un souhait. En fait, c'est le souhait que les hommes, le lectorat masculin, s'intéressent aussi à ce qu'on écrit. Même si des fois, ils se sentent peu interpellés ou ils ont l'impression que c'est pas pour eux. Au contraire, moi, je souhaite être lue par eux. Puis je pense qu'on peut pas y arriver toute seule en vase clos, en étant conscientisé, mais c'est juste la moitié de l'humanité qui roule avec ça. Moi, je pense que c'est à nous, je crois, de défricher cet espace-là puis de prendre la place. Mais je souhaite être entendue quand même par les hommes puis par les garçons. Marielle, oui. Puis je sais pas si je peux rajouter une affaire, il y a comme le nom de Joyce Echaquan qui vient de me venir en tête. Puis moi aussi, en écrivant, en fait, je me dis tout le temps, qu'est-ce que Joyce aimerait que je fasse? Elle aimerait que je continue à faire, puis qu'est-ce qu'elle aimerait qu'on continue à faire? Parce que je pense qu'elle a lancé un message à nous tous. Puis vraiment, on est vraiment dans ce mouvement-là, surtout après Joyce Echaquan. Natacha Canapé-Fontaine, Lily Boisvert, Marie-Hélène Poitras, merci beaucoup. Évidemment, on vous retrouve à vos kiosques respectifs tout au long du Salon du Livre. Merci beaucoup pour la générosité de vos propos. Merci à toi. Merci. Je continue. Yeah.